Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à ceux et celles qui font bouger la société. Aujourd'hui, nous allons parler d'un univers que la République préfère souvent tenir à distance du regard public, la prison. Un monde fermé, invisible, saturé de tensions, de violences, de solitude et pourtant au cœur même de notre contrat social. Mais nous n'allons pas entrer dans une cellule, nous allons pénétrer dans l'endroit où l'on prépare celles et ceux qui devront faire fonctionner l'institution carcérale. Aujourd'hui, mon invité est Guillaume Massart. Bonjour. Bonjour, réalisateur du documentaire La Détention, sélectionné à la CIDCAN et produit par TS Productions. Mais avant de commencer notre conversation, je vous propose, comme chaque semaine, un engagement, et je vous propose cette semaine de nous engager pour des prisons dignes. La prison fait partie de ces institutions que la République préfère maintenir hors champ. On parle de crimes, de condamnations, de peines, de sécurité, de fermeté pénale, de récidive. Mais on regarde rarement celles et ceux qui ensuite doivent faire fonctionner quotidiennement cette mécanique de l'enfermement. Parce que la prison reste un angle mort démocratique, un lieu qui appartient à la République, mais que la République tient à distance du regard public. La France connaît une surpopulation carcérale historique. Au 1er avril 2026, les prisons françaises comptaient plus de 88 000 détenus pour un peu plus de 63 000 places opérationnelles. Dans certains lieux, la densité carcérale dépasse 136% et l'Observatoire international des prisons estime que plus de 20 quartiers dépasseraient en réalité les 200% de taux d'occupation. Des cellules surchargées, des détenus à 3 ou 4 et parfois plus dans 9 mètres carrés, plus de 6500 personnes qui dorment sur des matelas posés au sol, une promiscuité permanente, des tensions continues, des violences ordinaires. Dans cet univers, les surveillants pénitentiaires travaillent au contact des addictions, des troubles psychiatriques, des crises de violence, des tentatives de suicide, de la détresse psychologique et de l'effondrement humain. Et pourtant, ce métier reste probablement l'un des plus invisibles de notre République. Parce que tout dans cette profession est construit autour de l'effacement, l'anonymat, le devoir de réserve, l'invisibilité sociale. Peut-être aussi parce qu'il ne s'agit pas d'un métier que l'on choisit réellement par vocation. Les organisations syndicales elles-mêmes le reconnaissent. Ce sont principalement du statut de fonctionnaire, la stabilité de l'emploi et la sécurité économique qui permettent encore de recruter. Mais derrière cette stabilité apparaît une autre réalité. 40% des surveillants formés à l'École nationale d'administration pénitentiaire démissionnent dès leur première année d'exercice. Comme si, pour beaucoup, la réalité carcérale devenait impossible à supporter. Car la prison ne transforme pas seulement ceux qu'elle enferme, elle transforme aussi ceux qui y travaillent. Des recherches menées dans une vingtaine de prisons françaises montrent que les surveillants pénitentiaires sont aujourd'hui les personnels les plus exposés au burn-out et aux troubles de stress traumatique. Plus encore que les personnels soignants. 8 agents pénitentiaires sur 10 se déclarent stressés dans leur travail. 79% estiment que leur activité dégrade leur santé, 62% souffrent de troubles du sommeil. Et puis, il y a ce chiffre, 31% d'entre eux se suicident plus que la population générale, davantage même que les policiers. Alors cette question devient impossible à éviter. Que produit une société lorsqu'elle habitue certains de ses citoyens à vivre quotidiennement avec l'enfermement, la violence, la souffrance psychique et l'humiliation humaine ? Derrière les débats astrés sur la sécurité ou la justice pénale, il y a une réalité plus sombre. Celle d'une institution qui use humainement les détenus, mais aussi les surveillants. Alors oui, la prison est censée protéger la société et préparer la réinsertion. Pourtant, plus de la moitié des détenus sont recondamnés dans les 3 ans suivant leur sortie. Évidemment, une démocratie doit pouvoir sanctionner, elle doit protéger, elle doit parfois enfermer. Mais une démocratie adulte devrait aussi être capable de regarder lucidement ce que cet enfermement fait aux êtres humains qui la subissent, comme à ceux qui la font fonctionner. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Alors aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Guillaume Massart, réalisateur de documentaires et du documentaire La Détention, sélectionné cette année à la CID au Festival de Cannes. Un film qui suit la formation des surveillants pénitentiaires à l'École nationale d'administration et qui interroge, à travers leur transformation, les mécanismes profonds de l'institution carcérale. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors avant la détention, vous avez déjà
déjà consacré un premier documentaire à l'univers carcéral avec La Liberté, tourné à Casabianca en Corse, une prison un peu particulière, sans murs, sans mirador. Moi, j'ai envie de vous demander, mais d'où vient cet intérêt pour la prison? Pourquoi cette institution vous travaille-t-elle au point d'y consacrer plusieurs années de votre vie et 2 documentaires? C'est une bonne question. C'est une question que je me pose souvent. C'est une question que me pose souvent ma compagne aussi. C'est pas une question évidente. Pourquoi s'enfermer en prison si longtemps volontairement quand tant de gens ont envie de s'en enfuir? Et ben c'est vraiment une question compliquée. Je pense que la prison me concerne simplement parce que je suis citoyen, parce que j'habite dans cette société-ci et que curieusement, depuis que je suis enfant, je vois bien autour de moi qu'il y a comme une évidence à penser la prison, que personne ne se formalise de l'existence de la prison dans le paysage, et je crois qu'à un endroit ça m'a toujours semblé étrange, curieux. Je n'ai jamais bien compris ce qui s'y passait, et du coup je crois que tout simplement j'ai voulu savoir ce qui s'y passait, mais j'ai voulu savoir ce qui s'y passait quand j'ai découvert Casabianda, dont vous parliez, qui est une prison très très singulière en France, effectivement, qui est en Corse, du côté d'Aléria, dans la plaine orientale, et qui est la seule prison dite ouverte en France. Et ça veut dire quoi alors? Eh ben voilà, moi aussi ça m'a surpris. Je me suis dit, une prison ouverte, ça va pas du tout ensemble, et ça m'a d'autant plus saisi. Je me suis dit, d'accord, qu'est-ce qu'il y a à y comprendre? Alors en Europe, il y a plusieurs prisons ouvertes, et en France c'est la seule. Une prison ouverte, c'est une prison où il n'y a pas de mur d'enceinte, où il n'y a pas tout ce qui fait les limites naturelles, habituelles, enfin naturelles pas vraiment, mais les limites artificielles justement de la prison, qui sont les hauts murs, qui sont les barreaux aux fenêtres, qui peuvent être les miradors, qui peuvent être les filins anti-hélicoptères, enfin tout ce qui est ce qu'on appelle la sécurité passive habituelle de ces établissements n'existe pas là. C'est une prison qui est en bord de mer, qui est une prison agricole où les détenus travaillent au champ pendant la journée et le soir regagnent leurs cellules. Mais pendant la journée, tout est ouvert. La limite du champ, c'est la limite du champ, c'est-à-dire des fossés, c'est-à-dire la forêt sur un flanc, c'est-à-dire la mer sur un autre. Et on leur fait confiance, ils circulent sur des hectares et des hectares de terre en Corse. Et donc ça m'a beaucoup surpris. J'ai découvert l'existence de cette prison dans un article où on me disait que en fin de journée, avant de regagner leurs cellules, les détenus se baignaient dans la mer. Et ça m'a semblé complètement improbable. Et j'ai aimé en même temps cette image en me disant, d'accord, peut-être que cette prison que je ne comprends pas, ou dont je ne comprends pas nécessairement le caractère indispensable, peut-être qu'il existe une manière d'enfermer qui serait différente, et peut-être que j'ai raté quelque chose dans ma compréhension de la prison, et qu'il existe une utopie carcérale quelque part, et qu'il faudrait aller voir. Donc je suis allé voir, j'ai essayé de comprendre à mon tour, d'y passer du temps. Et j'ai compris, me semble-t-il, sur place, que, effectivement, il y a des manières plus confortable d'enfermer. Là, tout ce que vous avez dit dans votre édito est tout à fait édifiant sur l'état des prisons, mais que pour autant, le principe de la prison n'était pas forcément changé, que je me trouvais dans une prison où les détenus étaient incarcérés pour des faits très très graves, puisqu'il s'agissait à 80% d'infracteurs sexuels intrafamiliaux. Et qu'ils étaient à quelques années de leur sortie et qui témoignaient pour autant d'une incarcération qui valait pas nécessairement mieux que ce qu'on avait lu, de ce que je connaissais d'ailleurs, puisque ils avaient vécu les mêmes problèmes de privation. Ils n'avaient pas été davantage éclairés sur qui ils étaient, ce qu'ils avaient fait, pourquoi est-ce qu'ils avaient commis ces faits-là. Ils étaient dans une introspection qu'ils devaient mener à peu près seuls. Il n'y avait pas davantage de moyens, et je m'inquiétais de les voir prochainement sortir en me disant que je ne les voyais pas tant transformés que ça par cette expérience carcérale qui avait duré et qui finissait de la meilleure manière qui soit, puisque ils sont incarcérés à Casabianda pour les 3 à 5 dernières années de leur peine. Et donc, j'ai pas eu l'impression que la prison même, la meilleure prison possible, celle avec intérieur cuir, j'ai pas eu l'impression que cette prison-là transformait les choses pour autant. Voilà, donc j'ai eu des gros doutes et ces doutes-là vous ont amené à continuer. Et donc, ces doutes-là m'ont amené à continuer. Et donc, on va parler de la détention, qui est le sujet pour lequel vous êtes là aujourd'hui. Donc là, vous allez faire un choix plutôt singulier. Vous allez décider de ne pas filmer les détenus, ni la prison d'ailleurs elle-même, mais vous allez choisir de suivre les futurs surveillants pénitentiaires pendant leur formation à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Alors pourquoi vous avez choisi de déplacer votre regard vers celles et ceux qui vont faire fonctionner cette institution carcérale ? Parce que j'avais eu l'impression de ne pas avoir tout vu à Casabianda. À Casabianda, j'avais vu déjà
une exception dans le système carcéral français, et que peut-être que je n'en avais pas encore compris toutes les modalités du principe général. Et puis à Casabianda, les surveillants n'avaient pas souhaité être filmés. Et donc je m'étais dit que j'avais raté quelque chose dans la rencontre et que j'avais pas vu les deux faces de cette pièce. Donc un jour on m'a proposé de présenter mon film La Liberté à Agen, où se trouve cette école. Après quoi, il y avait des élèves qui étaient dans la salle, il y avait des formateurs qui étaient dans la salle, après quoi on m'a proposé de faire le tour de l'école. Et là, sur place, j'ai été d'une part frappée par l'organisation des choses, avec des bâtiments de simulation, avec ces centaines de recrues qui étaient là. J'étais très impressionnée par le nombre de personnes qui étaient recrutées à cet endroit-là. Je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question de comment est-ce qu'on formait à la prison. Est-ce qu'il y avait un lieu où on inventait la prison et qu'est-ce qu'on y inventait? Et je me suis dit qu'à cet endroit-là, j'allais apprendre ce qu'était l'idéal de la prison, toujours dans cette quête de y a-t-il une mauvaise prison et y a-t-il une bonne prison, pardon, je reprends, toujours dans cette quête de y a-t-il une possibilité d'une meilleure prison quelque part, est-ce que c'est vraiment quelque chose de possible? Donc je me disais que ce serait intéressant d'entendre l'endroit où la doctrine s'inventait, l'endroit où l'idéal de la prison serait déployé, et puis aussi que à cet endroit-là, les surveillants en formation, les surveillants et surveillantes, parce il y a une grande parité, allaient être plus libres de me parler. Plus libres de me parler parce qu'eux-mêmes arrivaient sans connaître l'institution, la découvraient en même temps que moi, et n'étaient pas encore sous l'obligation de ce devoir de réserve dont vous parliez tout à l'heure, et que voilà, ce serait sans doute beaucoup plus simple de les rencontrer. Donc de faire leur connaissance, d'être à leur côté. Moi, j'ai vu ce film, évidemment, je l'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de filmer vraiment de cette façon les visages, les silences, les regards, les moments de doute, les moments de sidération, des gens que vous avez suivis pendant combien de temps ? Pendant 6 mois, les 6 mois que dure la formation. Pendant 6 mois. Et à un moment donné, je me suis même demandé si le vrai sujet du film, c'était moins la prison que l'impact psychique de la prison sur ceux qui y travaillent. Est-ce que c'est pas un peu aussi le cœur de ce documentaire, cette question-là ? C'est une question importante, en effet, sur ce que la prison fait aux personnes qui y passent, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient détenues ou surveillants. Effectivement, il y a cette question du choc carcéral dont on parle beaucoup. On prévient les détenus du choc carcéral qu'ils vont rencontrer lorsqu'ils vont arriver en prison pour la première fois, mais on prévient aussi les surveillants que ce choc carcéral les concerne également. Tout ce que vous avez décrit dans votre édito de l'état des prisons, ça va leur tomber dessus, ça va les stupéfier à leur tour. Eux aussi, ils vont voir plusieurs personnes dans une même cellule avec des matelas au sol et ils vont pas trouver ça normal. Eux aussi, ils vont entendre ces cris, sentir ces odeurs, voir ces cellules vétustes, voir cette vermine quand il y en a. Bref, eux aussi, ça va les choquer. D'une part, l'état des choses, mais ensuite aussi, il va falloir qu'ils acceptent la position dans laquelle ils se trouvent, dans laquelle ils ont choisi de se trouver. Attention, personne les contraint. Mais tout de même, malgré tout, les voici en position d'avoir du pouvoir sur des gens qui, eux, sont enfermés là. C'est eux qui doivent s'assurer de leur incarcération, de la privation de liberté d'une personne. C'est eux qui les surveillent au quotidien, c'est eux qui les empêchent de sortir, c'est eux qui les obligent à regagner leurs cellules, c'est eux qui risquent de devoir un jour les décrocher s'ils se sont pendus, c'est eux qui risquent de devoir les séparer s'ils sont en train de se battre, et c'est eux aussi qui risquent de s'en prendre une, effectivement, au détour d'un couloir, mais c'est également eux qui risquent d'avoir envie d'en mettre une aussi, parce que toute cette situation leur tape sur le système, et que, effectivement, ce choc carcéral les concerne. Et quand ils reviennent de stage, ils ont 2 stages pendant la formation, quand ils reviennent de stage, on sent que le choc carcéral les concerne et les a transformés, les a heurtés, les a atteints. Alors, un des aspects aussi très intéressants dans ce film, c'est que l'école elle-même ne cherche pas à masquer la réalité carcérale. Les formateurs parlent aussi de suicide, de violence, du quartier disciplinaire, du burn-out, de la souffrance physique. On sent une institution qui prépare ses futurs surveillants à une réalité dure, et on en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Agipi.
Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Donnez la parole à celles et ceux qui font bouger la société, c'est sur Sud Radio et c'est la force de l'engagement. Aujourd'hui avec Guillaume Massard, réalisateur du documentaire La Détention, nous nous engageons pour comprendre comment on devient surveillant pénitentiaire et ce que cette formation révèle au fond de l'institution carcérale elle-même. Alors avant cette pause, Guillaume, je vous demandais si vous aviez été surpris de découvrir une parole aussi lucide, parfois même critique, de l'institution elle-même. J'ai été surpris en bien, oui, j'étais heureux de ça, j'étais heureux de découvrir ça. Lorsque j'ai fait mes repérages, j'y suis allé une première fois sans caméra, donc j'ai fait 2 fois cette formation. Et lorsque j'ai fait mes repérages, les 6 premiers mois que j'ai passés dans cette école, ça a été cette découverte d'entendre que la parole critique de la prison serait portée par les formateurs également. La découverte assez surprenante pour moi et heureuse que cette formation faisait bien son travail, que les formateurs étaient à l'aise, précis, pédagogues, et qu'ils venaient de la coursive, qu'ils savaient de quoi ils parlaient, et que par conséquent ils disaient la vérité à leurs étudiants. Et j'ai compris après coup qu'ils n'avaient pas le choix, qu'il fallait bien qu'ils disent la vérité, sans quoi les étudiants revenant de stage exploseraient, ce serait complètement intenable, et qu'il valait mieux dire la vérité. Mais de fait, dire la vérité, c'est dépeindre une prison qui est très dysfonctionnelle, qui est mise en échec, qui suscite de la violence, qui suscite de la folie, qui suscite des névroses, des énormes problématiques, et qui semble pas beaucoup encourager à la réinsertion, et qui semble au contraire engager à ce qu'elle soit mise en échec et que les gens qui sortent soient plutôt susceptibles de récidiver. Et donc c'est très étonnant pour moi dans un premier temps d'entendre les cours se dérouler comme ça, et c'est ce qui en même temps me fait comprendre que ce sera ça le film, que le film c'est la n'a force pas... du film aussi, c'est ça, bien sûr, c'est que le film va aller de cours en cours, qu'on va rester en cours, et que je n'aurai pas besoin de me mettre à construire un discours un peu trop insistant, non, qu'en fait ça va être porté par l'institution elle-même, et que peut-être que ce que je vous disais au début de notre échange, ce doute que moi j'avais depuis longtemps sur la validité de la prison, peut-être que ce doute gagnera certains spectateurs à leur tour, qu'en sortant de ça ils se demanderont mais est-ce que c'est vraiment ça que j'attendais de la prison, est-ce que c'est vraiment ça que je veux de la prison, est-ce que c'est la seule solution qu'on puisse nous proposer? Alors on peut aussi s'interroger sur le choix de ce métier, parce que à l'écran ils sont quand même jeunes, la plupart ils ont quel âge d'ailleurs? C'est large, parce que ça va de 18 à 45 ans, voire davantage. Le doyen du petit groupe que j'ai filmé a 49 ans. Donc, d'accord. Ça peut être plus large. Parce que quand même, c'est un métier très particulier. C'est un métier où il faut, on est dans la confidentialité, on accepte de subir des violences pratiquement au quotidien. Alors pourquoi, d'après vous, on choisit ce type de métier? Pourquoi ils ont choisi ces métiers, les personnes avec lesquelles vous avez travaillé ces mois, pendant tous ces mois? Et est-ce que certains ont craqué, certains sont partis? Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure dans votre éditorial. Je pense que les syndicats ont raison de dire qu'il n'y a pas nécessairement de vocation. Je pense qu'elle est très très rare, la vocation. Je pense que la plupart des gens qui font ce métier passent le concours pour avoir un job, fiable, fixe, stable, un travail de fonctionnaire. C'est un concours qui est plutôt accessible, au moment où moi je tourne, il suffit d'avoir le brevet pour pouvoir le passer. Aujourd'hui, il faut le bac. Mais tout de même, c'est quand même un concours qui est accessible. On recrute énormément. L'administration a besoin de recruter. Elle fait beaucoup de pubs. Elle fait de la pub à la télé, elle fait de la pub dans le métro, elle fait de la pub sur Internet. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient moi, c'est parce que j'étais sur Facebook et j'ai vu passer une pub et du coup, ça m'a dit mais pourquoi pas. Il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle. Il y a des femmes célibataires avec enfants qui en sont à leur 4e métier. Voilà. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent des dom-tom. Au moment où je tourne, il y a environ un tiers des personnes qui viennent des dom-tom. Et si j'ai bien compris actuellement, c'est davantage. On n'est pas loin de même 50-50. Ouais. Donc on voit bien que c'est des gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont la vocation d'enfermer quelqu'un, même et temps qui aurait la vocation. Et au fur et à mesure du moment où vous les suiviez, vous sentez ce que moi j'ai senti, cette interrogation, c'est est-ce que vraiment je suis à ma place, les choses bougent, ça bouge. Les choses bougent très fort. Et alors ça, comment vous l'avez traité, quoi?
Eh ben, ça, je l'ai regardé de près, je l'ai regardé arriver sur leur visage, je l'ai regardé arriver dans leurs émotions, je les ai vus changer, ouais, parce qu'effectivement, quand ils arrivent, ils ont aucune notion de ce qu'ils vont faire. Enfin, ils sont comme vous et moi, ils savent très peu de choses de la prison, ils savent les petites représentations qu'on a à la télévision, etc. Et puis, ce qu'ils découvrent sur place, c'est ce qu'ils vont devoir faire, c'est ce qu'ils vont devoir obliger les gens à faire. Et je pense que c'est ça le plus dur, c'est pas tant les conditions de détention qui sont effectivement dramatiques, mais de voir quel pouvoir vous avez sur les autres et accepter que ça va être votre métier et accepter que vous allez vivre avec vous-même de cette manière-là. Il y en a beaucoup qui, sont des prolétaires qui vont finir par trahir leur propre classe, si vous voulez. Oui, parce qu'il faut le réguler, le pouvoir. Et et à un moment, il faut admettre qu'on est en train de franchir ce cap-là et qu'on est en train de basculer. Et c'est pas facile. Il y en a qui ne l'acceptent pas du tout. Il y en a qui vont arrêter en cours de route. J'étais même surpris d'apprendre ce que vous disiez, ce chiffre de 40% qui démissionnent pendant leur première année. Parce que pendant la formation, moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que pendant la formation, il y en a très peu qui abandonnent. Dans mon groupe, il y en a une qui abandonne, il y en a une autre qui n'ira pas au bout non plus pour d'autres raisons. Mais voilà, c'est pas grand monde sur 20 élèves, ça fait pas beaucoup. Et sur l'ensemble de la promotion, on était à peu près dans les mêmes statistiques. Donc j'étais assez surpris de voir que si peu arrêtaient en cours de route, mais aussi parce que ils sont déjà payés tandis qu'ils entrent à l'école. Ça y est, ils sont fonctionnaires, ils ont passé le concours et ils en ont tous besoin en fait. Matériellement, ils en ont besoin. Ils sont pas venus parce qu'ils ont envie d'enfermer des gens. Ouais. Alors on découvre, d'ailleurs, vous venez de le dire, ils sont déjà fonctionnaires, on découvre dans ce film à la toute fin, une institution codifiée. On voit un protocole presque militaire lors de la fin de la formation. Ils sont en uniforme, ils sont en garde à vous, ils chantent la Marseillaise. C'est vraiment un cérémonial républicain. Est-ce que cette mise en scène institutionnelle, c'est aussi d'une certaine manière une façon de leur redonner de la fierté, de l'honneur, une forme de reconnaissance à ce métier ? Venant de l'école, vous voulez dire ? Est-ce que c'est ce que l'école veut ? Oui. C'est très probable que c'est ce que l'école veut. D'ailleurs, c'est raccord avec des évolutions récentes. Par exemple, désormais, l'administration pénitentiaire défile sur les Champs-Élysées au 14 juillet, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent. Donc, il y a une volonté, je pense, de faire mieux connaître ce métier, qui est probablement aussi lié à ce besoin de recrutement dont on parlait tout à l'heure. Mais par exemple, moi, quand je suis arrivé, alors déjà à Casabianda, mais ça m'a vraiment frappé pendant la formation. Je ne connaissais pas cet uniforme. Je me suis rendu compte que je l'avais pas dans l'œil, que j'avais pas l'habitude de voir. On le connaît pas, cet uniforme. On le connaît pas parce que c'est un uniforme qu'on croise pas dehors. On croise les militaires, on croise les policiers, mais eux, il n'y a pas de raison qu'on les croise. C'est comme vous disiez, un travail de l'ombre. Il faut pas qu'on sache qu'ils font ce métier-là. Il faut rester anonyme. On n'a pas le droit de venir au travail en uniforme. On se change sur place dans l'établissement. Les gendarmes aussi. Souvent, ils vont pas en uniforme parce que l'agression, c'est dangereux. Oui, donc on se met en uniforme quand on est dans l'institution. Tout à fait. Et donc moi je connaissais pas cet uniforme, et dans le film on apprend à le connaître, à le reconnaître. Avec mon étalonneuse, on a même cherché quel était le bon bleu marine, retrouver le bon bleu marine de cet uniforme qui est si méconnu. Eh bien, écoutez, Guillaume, merci beaucoup pour cette conversation sur un sujet tout de même très engageant. Alors, la détention, ça filme pas simplement une institution, ça montre des transformations humaines. Moi, je vous recommande vraiment d'aller voir ce film, ce documentaire. Il est à Cannes en ce moment. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio, en podcast sur sudradio.fr. Et je vous retrouve dimanche prochain, même heure, même énergie, avec celles et ceux qui font bouger la société. Excellent dimanche. C'était la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Agipi.